C'est toujours intéressant d'avoir des personnes extérieures qui vont venir raconter ce qu'elles ont pu vivre avec les communicatrices. Donc je vais appeler les témoins à venir nous rejoindre et s'asseoir avec nous. Donc chaque communicatrice va pouvoir présenter son témoin. Astrid et Marie-France. Donc je te laisse présenter. Voilà. Oui, moi j'ai choisi d'évoquer une expérience très particulière de communication animale que j'ai vécue avec mon amie Marie-France ici présente. C'est un épisode qui me tient vraiment à cœur parce que il fait référence au petit animal que vous avez vu tout à l'heure sur la photo, qui est un daman des arbres, donc du nom de Pimbi. C'est un petit animal que j'ai élevé depuis sa naissance et jusqu'au moment où il est mort, il y a à peu près 4 ans. Alors aussi étrange que cela puisse paraître, c'est un animal qui est apparenté aux éléphants. C'est pour ça que il devrait y avoir une photo, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, ce petit animal est apparenté aux éléphants parce qu'il a donc le même régime alimentaire. Hein. Il a des dents très très pointues qui sont des résidus de défense. Il a les pieds un petit peu de la même texture caoutchouteuse que les éléphants. Voilà, et puis les mamelles à l'avant pour les femelles. Enfin, je vous passe les détails. Mais donc voilà, c'est un daman des arbres qui vit donc au Kenya. Donc je raconte toute son histoire dans mon livre qui est en préparation, et ce petit animal, donc je l'ai élevé depuis sa naissance. Il devait avoir 1 heure ou 2 heures de vie quand je l'ai trouvé. Donc je vous présente quand même Marie-France d'abord. Marie-France qui est donc belge, qui est biologiste de formation, qui est maître Reiki maintenant et qui est formée à la communication animale aussi. Merci Astrid, et merci surtout de nous donner l'occasion de participer à ce débat. Je dois dire que c'est la première fois que j'entends et qu'on parle officiellement de la communication animale. Et je serais heureuse que ça se passe également en Belgique. Les Belges sont très ouverts et donc voilà. J'invite le TAC à venir en Belgique pour continuer dans ce débat. Donc voilà, j'ai recueilli Pimbi, il avait 1 heure ou 2 de vie. Un de mes chiens, Ridgeback, l'avait trouvé dans la forêt. Et il l'avait amené donc sur mon chemin, sur le chemin du restaurant, puisque j'ai au Kenya une entreprise de tourisme responsable, donc j'ai un restaurant aussi. Et donc ce chien ne lui avait fait aucun mal, ce qui déjà était incroyable, puisqu'il était tout ensanglanté avec son placenta accroché. Et je l'ai élevé à la seringue pendant des mois. Je suis devenue une sorte de mère de substitution pour lui. Donc on a lié vraiment un lien très très fort, très intense, très émotionnel. C'est un petit animal qui a eu beaucoup d'importance pour moi puisqu'il m'a menée sur un chemin de développement personnel et un chemin spirituel. Et malheureusement, comme il n'avait pas eu de mère, il était faible d'un point de vue immunitaire et il est décédé à l'âge de 3 ans environ. Donc j'étais particulièrement triste, désemparée, je dirais traumatisée, le mot est faible. Et donc je me suis rendue dans les Aberders afin de passer un moment pour essayer de récupérer. Donc les Aberders, c'est un parc très particulier. C'est pour ça qu'il aurait dû y avoir une photo. C'est un parc qui est très touffu, très feuillu, avec beaucoup de forêts, quelques clairières et des cascades. Enfin, c'est vraiment un parc de forêt. Les animaux, ils sont très très farouches. Ils n'ont pas du tout l'habitude de l'humain parce qu'il y a très peu de personnes qui font des safaris. Et donc, je me trouvais là. Je n'allais même pas en safari. J'étais vraiment trop triste. Et Marie-France m'a aidée à distance par tous les moyens dont elle disposait. Mais voyant que j'étais toujours aussi désemparée, elle m'a proposé d'appeler les éléphants pour moi, les éléphants des Aberders, afin qu'ils viennent physiquement me soutenir et m'aider. Voilà. Donc Marie-France, est-ce que tu veux raconter comment tu as fait pour les appeler déjà ? En fait, pour revenir quelques années avant, j'avais rencontré Pimbi en 2012 en allant chez Astrid à Moringa Farm pour faire un stage de communication animale à l'époque. Et donc, je le connaissais physiquement. Puis quand Astrid m'a expliqué ce qui se passait avec Pimbi, plusieurs fois, elle m'a demandé de communiquer avec lui pour voir comment il se sentait, ce qui se passait. Et puis un jour, elle m'a appris le départ de Pimbi et le fait qu'elle était dans les Aberders. Et là, je me suis rendu compte qu'à distance, puisque j'étais en Belgique, je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement triste et qu'elle n'arrivait pas à surmonter cette profonde tristesse du départ de Pimbi.
Alors Astrid et moi, nous avions déjà une relation particulière avec les éléphants. J'avais rencontré plusieurs fois des troupeaux d'éléphants à Masai Mara, toujours dans le cadre du stage de communication animale, et il s'était passé beaucoup de choses. Et donc, je ne sais pas pourquoi, c'est l'intuition sans doute qui m'a poussée à me dire, tiens, je vais appeler les éléphants des Aberders. Et donc, par communication, je les ai appelés, j'ai expliqué la situation, le départ de Pimby, le fait qu'Astrid respectait beaucoup le peuple des éléphants, qu'elle était proche d'eux et qu'elle avait besoin d'aide. Et puis, bon, moi, naturellement, après la communication, ça s'est arrêté. Et je repasse la parole à Astrid qui va vous raconter la suite de l'histoire. Moi, j'étais dans mon lodge, je pleurais toute la journée, c'était terrible. Et donc, j'étais devant les grandes baies vitrées qui donnent sur un plan d'eau où les animaux peuvent venir donc le soir soit s'abreuver, soit manger du sel qui est donc autour du plan d'eau. Et là, dans la soirée, donc arrivent quelques éléphants, puis 10 éléphants, puis 20, puis 30, 40, 50, 70, 80, je crois qu'il y en avait plus de 90. C'était assez incroyable parce qu'en fait, ils restaient devant les fenêtres et ils ne faisaient rien, ils attendaient. Et donc, le directeur du lodge m'en a fait la remarque, il me dit « Mais ça fait 15 ans que je suis là, je n'ai jamais vu autant d'éléphants et surtout des éléphants qui ne font rien, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont rendez-vous et qu'ils attendent quelque chose. » Alors évidemment, je me suis gardée de lui dire que c'était Marie-France qui les avait appelés, mais j'ai quand même retrouvé du courage pour communiquer avec eux, pour communiquer notamment avec 2 des matriarches. Donc qui m'ont transmis de la force, de la persévérance, du courage, vraiment comme les éléphants savent le faire, qui m'ont même vraiment poussé à rester au Kenya. J'avais pensé à partir du Kenya, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pensé partir du Kenya. Et donc vraiment ils m'ont transmis toute cette force. Et depuis, bien sûr, je suis restée très connectée à eux, que ce soit les éléphants des Aberders d'ailleurs ou tous les éléphants. J'ai communiqué notamment avec des éléphants à Olpejeta, qui est un autre parc tout proche de chez moi. Et je raconte toutes ces communications dans mon livre « Les animaux sont ma famille » parce qu'ils m'ont donné beaucoup d'informations sur leur rôle dans l'écosystème, sur comment les aider, comment aider les espèces menacées. Et donc, voilà, c'est devenu vraiment un lien très fort que j'ai avec eux. Et puis avec Marie-France, on est retourné donc dans les Aberders l'année suivante. Je lui avais raconté évidemment comment tout cela s'était passé, ce rendez-vous extraordinaire. Et avec Marie-France, donc on a décidé d'aller dans les Aberders et j'avais communiqué évidemment avec les éléphants auparavant pour les appeler. Mais Marie-France, tu peux peut-être continuer à raconter comment s'est passée notre entrevue. Comme vous l'a expliqué Astrid, le parc des Aberders est très feuillu, donc il est difficile de repérer un troupeau d'éléphants de loin, alors que par exemple à Masai Mara, on les voit de très loin et on peut aller vers eux. Et donc ce jour-là, la Land Rover a tourné pendant des heures et des heures à la recherche des éléphants. Bien sûr, on a rencontré des tas d'autres espèces animales avec beaucoup de bonheur, mais ça tournait à l'obsession. Et à un moment donné, Astrid et moi, on s'est contactés et on a dit, là, ça ne va plus, et on met trop de pression en réalité à vouloir voir les éléphants. Et donc, nous avons décidé, comme un accord, de lâcher totalement prise et de s'en remettre à ce qui allait arriver. Et s'il ne fallait pas voir les éléphants ce jour-là, eh bien, nous étions dans l'acceptation totale. Et 30 minutes plus tard, à peu près, à un moment donné, la Land Rover est tombée en plein milieu d'un troupeau d'éléphants. Et donc, comme vous l'a dit Astrid, les éléphants dans les Aberders sont assez craintifs et ne vont pas facilement vers l'homme. Et là, nous étions vraiment entourés d'éléphants, totalement, partout. Alors, moi, je me souviens, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est énormément de gratitude, un grand merci à l'univers. Et puis, le fait de pouvoir s'imprégner, être baigné au milieu de ce troupeau d'éléphants, les observer calmement et tout à fait à l'aise, quoi. Et donc, je pense que c'était, pour moi en tout cas, une terrible leçon, c'était de ne plus mettre de pression. Et je dois dire, je le dis franchement, en communication animale, parfois, j'ai des difficultés parce que je mets trop de pression. Voilà. Et du coup, le mental reprend le dessus, et puis voilà.
Alors ça ne se termine pas là parce que par la suite je les ai rappelés. Je les ai rappelés en décembre dernier quand ma famille est venue, mes petites cousines notamment de 6 et 8 ans qui sont très pleines d'une conscience écologique déjà et sensibilisées à la cause animale. On s'est assises au milieu d'une clairière où on a le droit de descendre dans les Aberders et elles m'ont dit est-ce que tu vas appeler les éléphants? Alors j'ai dit oui, mais vous savez, ils peuvent très bien ne pas venir, ils gardent leur libre arbitre, si leur choix est de ne pas venir, ils ne viendront pas, il faut accepter. Donc évidemment, on a continué notre safari et le soir, quand on est arrivé devant les fenêtres, il y avait exactement 50 éléphants, on les a comptés. Donc elles étaient évidemment folles de joie et mon oncle et ma tante, qui sont des grands scientifiques, puisque un est chirurgien, l'autre dermatologue, étaient totalement bluffés et on dit mais ils sont là pour Astrid. Vraiment, elle les a appelés et voilà, on a retenté l'expérience avec mon amie Brigitte qui est dans la salle quand elle est venue au mois de mai dernier. On a donc appelé, elle communique elle aussi, on a appelé les éléphants donc la veille au soir. C'était le mois de mai, donc grande pluie au Kenya au mois de mai, donc beaucoup de boue. Les guides nous avaient dit n'y allez pas, ça sert à rien, vous ne verrez rien. Ça fait des semaines d'ailleurs que plus personne ne voit rien. Et puis finalement, bien sûr, on y est allé, on les a appelés. Les éléphants m'ont dit qu'effectivement, ils étaient dispersés, qu'il y avait de l'eau partout et que donc ils n'avaient pas nécessité de se regrouper à des points d'eau et que donc ils feraient leur possible. Alors bien sûr, je leur ai dit qu'on serait très honorés, très heureuses, d'autant que Brigitte n'était pas venue au Kenya depuis 9 ou 10 ans. Et là, je crois qu'on a vu vraiment tout ce qu'il était possible de voir, parce que j'avais appelé aussi les autres animaux, bien sûr. On a vu tout ce qu'il était possible de voir, et j'ai les photos à l'appui cette fois-ci, puisque la première fois, je ne les avais pas. C'est-à-dire que même jusqu'à un léopard qui est venu vraiment face à notre véhicule, qui n'a pas eu peur, qui ne s'est pas engouffré dans le bush. Donc voilà, depuis, je communique très fréquemment avec les éléphants, et leurs messages sont toujours pleins de bienveillance, pleins de positivité, malgré tout ce qu'ils subissent, puisqu'ils sont vraiment victimes du braconnage, beaucoup, même au Kenya. Oui, c'est la question qu'on se pose. On se dit, ces éléphants viennent, ils viennent à l'appel, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont pleins de bienveillance, pleins de messages toujours très, très positifs et ils nous encouragent à continuer, ils nous encouragent, tous les messages sont dans mon livre, il y en a tellement que je ne peux même pas tous les dire, mais en fait ils nous disent d'être vraiment unis et d'être unis avec un objectif concret, d'être unis vraiment avec, vers un même objectif et bon, c'est comme ça d'ailleurs un peu que j'ai connu Sylvie aussi, une des organisatrices de cette conférence parce qu'elle avait lu mon livre et que les messages de ces éléphants, c'était vraiment de diffuser au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, moi, je ne pouvais pas diffuser au plus grand nombre. Moi, je fais des ateliers pour quelques personnes. Et quand j'ai rencontré Sylvie, j'ai compris que c'était comme ça que j'allais pouvoir. Et on a eu d'ailleurs la même réflexion. On s'est dit, les éléphants vont être contents. Voilà, on va pouvoir vraiment faire ce qu'il m'avait donné comme message, vraiment. Diffuser au plus grand nombre par les médias, les journalistes, tout ce qui n'était pas de mon ressort, en fait. Alors, ce témoignage... Ce témoignage est effectivement assez impressionnant. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu l'exemple de Romain et de ses chats. Donc, ce sont des animaux domestiques. On se dit, les animaux domestiques sont proches de nous. Donc, c'est plus facile d'avoir des interprétations ou de comprendre leur message. Mais là, c'est très intéressant d'avoir un témoignage avec des animaux sauvages, des éléphants qu'on voit toujours comme des animaux d'une grande sagesse. Quand ils viennent une fois, 2 fois, 3 fois à l'appel, les gens qui sont un petit peu à la recherche de preuves ont un petit peu ce témoignage vient vraiment prouver de façon assez éclatante que ce n'est pas que dans le mental. Il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être pas prouvé scientifiquement aujourd'hui, mais quelque chose se passe. Et donc, on va pouvoir continuer dans les témoignages en reprenant... Célia, s'il te plaît. Oui. Je n'avais pas totalement fini, je voulais repasser juste le mot de la fin à Marie-France. D'accord. Parce qu'elle a une autre anecdote, je pense. Voilà, en fait, j'ai vécu une expérience cette année-ci, en février 2018. J'ai eu l'occasion d'aller dans un parc national en Afrique du Sud où il y a un troupeau d'éléphants un peu particulier qui a eu l'habitude d'avoir des relations avec les êtres humains. Et donc, on peut les approcher un peu peut-être plus facilement qu'un autre troupeau d'éléphants. Quand j'étais dans cette réserve, je n'avais aucune attente particulière, vraiment acceptant ce qui allait arriver et le bonheur de rencontrer différentes espèces animales.
Vous savez que dans les troupeaux d'éléphants, les mâles vivent séparément des femelles et des petits. Et donc, j'ai eu 2 jours de suite l'occasion d'avoir une rencontre tout à fait particulière avec les 2 grands mâles. Le premier jour, un mâle est arrivé près de la voiture, la Land Rover. Il a fait le tour de la Land Rover, j'étais assise tout à fait à l'arrière et il est venu se mettre vraiment à côté de moi, tout à fait contre moi. Si j'avais voulu, j'aurais pu le toucher, je ne l'ai pas fait. Il me regardait très fixement, j'ai enlevé les lunettes de soleil pour qu'il puisse voir mes yeux, je sentais que c'était nécessaire. Je n'avais aucune attente à ce moment-là, c'était simplement le bonheur d'être en relation totale avec cet éléphant, un grand mâle. Vous imaginez, un mâle de 21 ans, c'est une taille énorme et qui est juste là comme ça à côté de vous. Je n'ai pas lancé de communication parce que j'avais juste envie d'apprécier ce moment de contact, de cœur à cœur en réalité avec l'éléphant. Assez impressionnée et malgré tout en confiance totale, alors que je voyais bien que les autres personnes dans la Land Rover avaient peur parce qu'il était vraiment tout à fait à côté de nous. Et le lendemain, j'ai vécu de nouveau la même expérience avec l'autre grand mâle, exactement la même chose. Donc, volontairement, ils sont venus. Je n'ai pas eu de message en particulier parce que je n'ai pas cherché à en avoir. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que, comme l'a dit Astrid, je suis biologiste de formation et mon rêve, c'était de faire de l'éthologie. Mais la vie en a décidé autrement et donc j'ai fait un peu de recherche puis j'ai abandonné la biologie. Mais quand j'ai redécouvert la communication animale en 1997, en lisant le livre de Penelope Smith, « Parler aux animaux », là, ça a été une révélation pour moi, mais j'ai encore attendu 2011 pour rentrer réellement dans la communication animale, pour aider un chat siamois qui vivait à la maison. Et ce que j'ai compris aussi, parce que pendant des années, je suis restée sur le regret de ne pas avoir fait d'éthologie, et maintenant, ce que j'ai compris avec le temps et avec du recul, c'est qu'en fait, l'éthologie m'aurait laissé dans un domaine purement scientifique, et nous en avons beaucoup parlé ce matin. Mais la communication animale vous amène à un autre niveau, à un niveau vraiment de contact, plus direct, de relation, plus intime, vraiment en profondeur, et c'est ce que moi j'appellerais la voix du cœur. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marie-France et Astrid pour ce témoignage riche en émotions. C'est vrai que c'est assez impressionnant à se représenter tout ce qui s'est passé. On va maintenant passer à un témoignage très concret aussi avec Eva et sa témoin Camille. Donc, je vais juste présenter brièvement Camille. Donc, Camille Fraissard, elle est diplômée en éthologie. Elle est aujourd'hui mammologue et ornithologue et aussi responsable scientifique d'une étude des chiens de troupeau, les fameux patous. Voilà, l'idée de choisir en fait son témoignage, c'était justement pour voir comment on peut allier la communication interespèces à des études scientifiques, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Et Camille, voilà, une personne que j'ai formée à la communication animale l'année dernière. Bonjour à tous. J'ai en effet toujours été fascinée par l'animal, on l'a vu comme beaucoup d'entre nous, je pense, toucher des tout petits, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Une communication qui commence souvent les yeux dans les yeux, sans mots, sans gestes. J'ai toujours voulu savoir ce qu'ils pouvaient ressentir, comprendre du monde qui nous entoure. J'ai voulu comprendre leur fonctionnement, comprendre leurs besoins pour pouvoir mieux les considérer. C'est donc très tôt que l'éthologie a été la voie pour moi à emprunter, un objectif à atteindre. Et donc je répondrai à mes questions, à toutes ces questions qui me travaillaient depuis longtemps, par la science du comportement et l'étude du vivant. Pour autant, je demeure sensible, et notamment sensible à ce qu'on n'explique pas toujours ou pas encore. Et donc, il me paraît en fait évident que les seuls canaux cognitifs que la science, auxquels la science fait appel ne peuvent suffire pour communiquer avec son espèce et avec les autres espèces.
et que bien d'autres canaux sont utiles et peuvent être utiles, comme la gestuelle, les émotions, le langage, que ce soit avec conscience ou sans s'en rendre compte. En fait, on communique en permanence avec notre être tout entier. Et on sait aujourd'hui que voilà, les animaux ont des capacités cognitives, certaines, qu'ils sont capables d'avoir des émotions, de reconnaître les émotions des autres espèces. Voilà, là-dessus, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées, qu'ils sont doués d'empathie, autant que l'espèce humaine, et qu'ils sont même bons télépathes. Ainsi, voilà, il y a un an, donc en sachant un petit peu avant ce que faisait Eva, il y a un an, j'ai pu du coup découvrir le processus de communication animale lors d'une formation avec Eva. Ce fut pour moi naturellement une expérience enrichissante et intéressante. J'y allais avec beaucoup de curiosité, mais beaucoup de pragmatisme aussi. Et finalement, pour moi, cela a ouvert ou a réouvert le champ des possibles. Ça nous invite à la connexion à soi, à la connexion aux autres, permet d'envisager un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas imaginées avec des limitations intellectuelles et cartésiennes. Et surtout, ça semble, je dis bien ça semble parce que je ne sais pas encore exactement quoi en penser, nous rapprocher du vrai, d'une forme de sincérité dans les échanges, surtout une nouvelle compréhension du vivant qui nous entoure. Donc c'est une nouvelle forme pour moi de compréhension du vivant, un autre outil de la compréhension du vivant qui nous entoure. Malgré tout, quand on reste très cartésien et pragmatique, on ne peut pas résister à l'envie de vouloir tester, valider, de pouvoir prouver ce qu'on a palpé et pressenti ou ressenti. Et donc de pouvoir valider cette forme de communication interspécifique, savoir si elle est bien réelle et si effectivement elle peut répondre à l'humble ambition qu'elle a de vouloir mieux comprendre les besoins de l'animal et d'y répondre. C'est pourquoi dans l'étude participative que je mène, qui est portée par l'association de vulgarisation et d'initiative en éthologie, que nous menons sur les chiens de protection de troupeaux domestiques, donc effectivement dit communément les patous. Il est question du coup de requérir à la communication intuitive avec Eva sur un lot de chiens qu'on suit par ailleurs comportementalement et physiologiquement, donc à travers une série de tests sur une durée de vie de leurs 3 mois à leurs 3 ans. Il s'agira du coup de pouvoir tester l'adéquation entre une communication intuitive faite sur ces chiens pour connaître et comprendre leurs besoins et surtout arriver à définir du coup leurs profils comportementaux, donc leur tempérament, avec le même lot de chiens qui est suivi donc scientifiquement par notre protocole d'étude, et donc de voir si nous arrivons aux mêmes conclusions déjà, au même profil, au même profils comportementaux, et si ça peut même aller au-delà, et si ça nous apporte des informations supplémentaires. Alors, merci. Est-ce qu'on peut avoir, parce que normalement il devait y avoir une image des chiens patous et aussi du logo de l'association, est-ce que peut-être donner le nom de l'association ou où est-ce qu'on peut retrouver les chiens patous ? Alors du coup, cette association a été créée à l'initiative de Quadra Amalia, donc elle est dans la salle ici aussi, en 2015. C'est une association qui a ensuite beaucoup évolué, on l'a co-portée toutes les deux. Aujourd'hui, d'autres gens nous ont rejoints, et donc a pour objectif en fait et pour objet premier de faire connaître l'éthologie. Donc parce que l'éthologie, là, on en parle ici depuis ce matin comme quelque chose de très commun et de très banal. Ça l'est encore pas tant que ça en France. Donc son but, c'est de faire connaître l'éthologie comme outil de médiation, donc de médiation animale, de médiation scientifique et de médiation sociale,
dans des relations interspécifiques, notamment conflictuelles. Donc aujourd'hui, elle s'applique, c'est une pépinière du coup d'initiative en éthologie qui aujourd'hui s'applique du coup au sujet d'études participatives donc sur les chiens de protection. Donc chiens de protection qui sont au cœur de la problématique du retour des grands prédateurs en France, notamment le loup, et qui donc sont utilisés comme moyen de protection des troupeaux domestiques et qui ne font que commencer à faire couler l'encre et débat. Et donc on est effectivement basé en Lozère, donc dans le sud de la France, mais on rayonne sur le territoire national, et donc on a des actions et des suivis. Donc on se base vraiment sur la recherche participative un peu partout en région Rhône-Alpes et région Occitanie. Et donc on a un site internet qui est en cours de construction. Et donc si vous êtes intéressé, parce que c'est vrai que du coup le logo n'est pas affiché, l'association s'appelle VIE, donc Vie, Vulgarisation et Initiative en éthologie. Et donc vous pouvez venir vers nous. On a ensuite des documents à vous donner si vous le souhaitez pour avoir le mail de l'association et voilà. Merci beaucoup Camille pour ce témoignage avec Eva. On va peut-être avoir des questions tout à l'heure, vous pourrez rester avec nous. On va, pour conclure, poser une dernière question aux 3 communicatrices qui sont là. C'est une question simple. Qu'est-ce que, selon vous, la communication interespèces peut apporter de manière générale au monde du vivant ? Je vous laisse répondre. Peut-être Eva, tu peux répondre en premier. Merci. Donc, comme on l'a vu depuis le début de cette discussion, la communication interespèces, elle permet vraiment d'écouter et d'entendre les besoins des animaux, leurs envies, leurs émotions. Donc pour moi, la communication interespèces, elle permet vraiment de remettre l'animal au centre de son histoire. Elle va vraiment donner une voix aux animaux qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment considérés. En fait, j'ai la sensation qu'on se croit supérieur au règne animal, alors que nous sommes des animaux et nous faisons partie de la nature, nous faisons partie de ce règne animal. Aujourd'hui, nous sommes dans un système hiérarchique où parce qu'on se suppose plus évolué, on pense que ça nous donne le droit de disposer de la vie des animaux comme bon nous semble. Aujourd'hui, nous privons la liberté à des centaines d'animaux, nous les privons de répondre à leurs besoins biologiques et sociaux. Et pour moi, en fait, la communication interespèces, elle permet de passer de ce système hiérarchique à un système qui est enfin coopératif et respectueux de toute vie. Parce que les animaux, ils sont enfin écoutés, ils sont enfin entendus. Enfin, on peut leur demander leur avis sur des décisions qui les concernent. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble à un but commun. Pour moi, la communication interespèces, c'est vraiment un échange d'égal à égal avec les animaux. Et vraiment, c'est l'idée de passer de cette relation que nous avons qui est, pour moi, injuste, qui est irrespectueuse, qui est non considérante de l'animal, à vraiment passer à une relation qui est saine et qui est harmonieuse. Et vraiment, effectivement, les animaux, ils ont à apprendre de nous, mais nous avons énormément de choses à apprendre d'eux. Les animaux, ils sont porteurs d'enseignements. Moi, quand je communique avec des animaux, j'ai des messages sur le moment présent, sur notre capacité d'accueil, sur nos peurs, sur notre rapport à la vie. Il y a des choses qui sont vraiment, pour moi, qui sont riches d'intelligence, qui sont riches de sens. Et il est vraiment temps de les écouter. Et d'ailleurs, j'ai un message à transmettre. J'ai fait une communication cet été avec une jument qui s'appelle Cheyenne. Et en fait, cette jument, elle n'a pas voulu répondre aux questions de sa gardienne avant de nous transmettre un message. Et je lui ai vraiment promis que son message, il serait diffusé le plus possible. Donc je vais vous le lire aujourd'hui pour pouvoir répondre à sa promesse. Alors voici le message de Cheyenne. L'animal n'est pas là pour servir l'homme. Aucun être vivant n'est là pour servir un autre être vivant. Nous sommes là pour cheminer les uns à côté des autres dans un respect mutuel de chaque être. Nous sommes là pour goûter à l'amour qu'est l'autre, expérimenter différentes relations. L'amour est toujours le même, mais sa forme est variée. Là réside la beauté de la vie. Nous sommes amour, nous devons reconnaître l'amour, le divin qu'est l'autre, au-delà de nos différences de forme. L'homme saccage, l'homme détruit. En faisant cela, il s'autodétruit. Tout simplement car il ne voit pas l'amour qu'il est, il ne s'aime pas assez. Le changement doit naître d'abord en soi.
Tant que vous vous maltraiterez en interne, il y aura de la maltraitance sur la planète. Le renouveau viendra lorsque vous commencerez à vous aimer. Nous vous aimons. Merci. Merci pour ce beau message. Merci vraiment Eva de nous avoir lu ce témoignage de Cheyenne parce qu'il est vraiment empli d'émotions, de sens et je ne sais pas s'il est possible peut-être de le diffuser sur Internet, sur Facebook, de pouvoir le partager parce que par les temps qui courent, je pense qu'on a besoin de ce genre de message et de se recentrer là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas facile pour le grand public de s'imaginer qu'un cheval puisse faire passer un message d'une telle profondeur. Mais quand on laisse tomber les barrières, quand on laisse un petit peu les choses venir et qu'on peut accepter et accueillir ce genre de message, je pense que le monde pourrait beaucoup mieux se porter. Et j'espère qu'il se portera mieux si de plus en plus nous sommes à nous ouvrir à ce genre de message. Donc merci beaucoup Eva. Maintenant Astrid, cette phrase de conclusion, alors oui, qu'est-ce que ça nous apporte? Pour moi, donc, clairement, la communication animale porte un chemin de développement personnel et un chemin spirituel, on vient de le voir. Les animaux nous aident à nous reconnecter à notre essence profonde, à la nature, à la connaissance universelle. Ils nous aident à cette reconnexion. Ils sont très indulgents et effectivement, ce qui est étonnant, c'est que la communication animale porte à plus d'indulgence et de compassion aussi envers l'être humain, parce que malgré la prise de conscience de tous les abus perpétrés contre les animaux, et Eva l'a évoqué, donc que ce soit dans les industries, peu importe, dans les élevages concentrationnaires, etc., ça nous mène à un engagement renforcé pour la cause animale, mais sans haine et je dirais sans colère, donc avec peut-être un aspect un peu plus constructif, et ça augmente aussi donc notre intuition et nos perceptions dans plein d'autres domaines de la vie qui sont très utiles. Et puis je dirais que ça nous porte à un respect pour toute vie, même les vies les plus insignifiantes au prime abord, c'est-à-dire celles de certains insectes, de certains petits animaux. Pour moi, ça change aussi notre regard sur les personnes différentes. J'ai eu des personnes autistes à mes ateliers, donc c'est pour ça que j'en parle. J'ai une amie très chère qui a un enfant autiste, et donc ça change notre regard donc, sur ces personnes qui communiquent très bien avec les animaux, bien sûr, par l'intuition et la télépathie. La communication animale aussi nous permet de moins appréhender la mort des animaux, la mort de nos compagnons et donc la mort aussi des personnes qui nous sont chères. C'est un outil vraiment très très utile pour l'accompagnement à la fin de vie, à la maladie, etc. Et puis je voudrais terminer sur une note, disons, concernant les scientifiques, puisque je fais partie quand même de ceux qui ont une formation scientifique très poussée. Je voudrais dire que les scientifiques, de plus en plus, et notamment les vétérinaires, des biologistes, des physiciens, sont de plus en plus, disons, en accord avec cette vision plus intuitive et plus spirituelle de la vie, parce que, bien évidemment, elle nous éloigne donc du matérialisme dont on parlait, du cartésianisme, qui sont quand même des aspects assez difficiles de notre société. Donc voilà, de plus en plus de personnes se rallient à cette vision-là. Tout à fait, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a une prise de conscience qui commence à monter. C'est un excellent signal si des scientifiques, des vétérinaires, autres s'ouvrent de plus en plus. On peut les aider. C'est un outil vraiment pour les aider. Moi, je l'utilise chez moi, par exemple, parce que j'ai des animaux qui ont été très maltraités. Donc, il est évident que j'utilise la communication animale pour éviter de les manipuler trop. Donc, je fais un examen objectif général, mais ensuite, je leur pose la question: as-tu mal aux dents? As-tu mal à tel endroit? Et c'est plus facile pour moi de ce fait. Donc c'est vraiment un outil pour moi complémentaire à toutes mes formations scientifiques. Et je voudrais le dire, c'est quelque chose qui n'est pas à la place d'eux, c'est quelque chose qui est en plus d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aider les vétérinaires à progresser et qui peut aider les vétérinaires à établir un diagnostic plus précis, plus rapidement, à changer de traitement s'il est nécessaire, à avoir vraiment des informations en plus sur ce que ressent l'animal, comment il vit la maladie, le traitement, est-ce qu'il veut être accompagné en fin de vie, est-ce qu'il préfère être chez lui, chez le vétérinaire. Il y a plein de questions comme ça qui sont du ressort de la communication animale, vraiment. Absolument, les applications concrètes sont très nombreuses, on peut les lister. Ça va du bien-être, du simple confort à un changement total de perspective, de vie, que tant pour l'animal lui-même que pour son gardien. Donc vous avez remarqué, on parle plutôt de gardien que de propriétaire. Ça nous semble un peu plus juste pour parler de la personne qui prend un peu sous sa protection l'animal. Donc maintenant peut-être Corinne, tu pourras compléter ce qui a été dit, sur à quoi ça sert cette communication animale.
Je voudrais vous dire qu'on peut communiquer, oui, avec des animaux, mais finalement, on peut communiquer, on va dire, globalement, avec toute forme d'énergie. Moi, ça m'est arrivé même de boire un verre de vin et juste olfactivement, j'avais des informations incroyables sur l'endroit où il avait été élevé, sur la terre qui l'avait nourri. Et ça, c'est très riche. Évidemment, il y a les plantes, tous les végétaux. Il y a aussi les pierres. Ça peut même être, pourquoi pas, des maisons qui gardent des traces de mémoire énergétique. Enfin, c'est un monde extrêmement riche qui s'ouvre. J'ai également pris conscience que l'être humain était une espèce maltraitée également, que l'être humain était aussi une espèce en danger, et par certains humains, voilà. Et je crois que, alors j'ai proposé aux animaux et à tout le vivant, en fait, une collaboration, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se serre les coudes pour pouvoir avancer et évoluer. Et pour terminer, je vous inviterai peut-être, si vous avez envie d'oser, ou si vous n'osez pas encore, de relire le discours d'investiture de Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud, qui vous dit que votre plus grande peur, finalement, elle est en vous. C'est pas votre propre lumière qui va sécuriser les autres. Peut-être que ce serait bien de leur montrer la voie. Et moi, je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour ça. Merci Corinne.